Alors d'abord, je voudrais souhaiter un très bon début de Ramadan après ces 3 jours à tous nos amis qui font ce carême. Alors, Abdelmalek, tu es spécialiste en stratégie et communicant. On pourrait même dire que tu es journaliste. Tu es CEO du groupe Guépard que tu as créé. Tu es actionnaire de la Tribune Afrique et du Huffington Post Maghreb. Pour la petite histoire, tu as été nommé Young Global Leader par le World Economic Forum de Davos en 2015. Tu as suivi des études à Paris à Sciences Po. Tu es titulaire d'un MBA chez HEC et d'un 3e cycle de l'école de guerre économique. Tu éditorialises un certain nombre de journaux, dont La Tribune, Le Nouvel Observateur et le magazine américain Forbes. Tu présides actuellement le think tank IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique. Tu as écrit Le Temps du continent, qui est un livre économique sur l'Afrique, qui a eu un prix d'ailleurs à ce titre. Et tu as également écrit Un chemin marocain, qui est une vision stratégique du Maroc, une analyse stratégique du Maroc, qui me faisait penser à une phrase de je ne sais plus qui disait « Les révolutionnaires font avancer le monde, les modérés le font durer ». Et je pense au Maroc qui a trouvé une voie entre les deux et qui marche a priori. Voilà, très rapidement, je te cède la parole et puis on échange ensuite. Merci à toi d'être là dans tous les cas. Juste, Président, si tu me permets de rappeler juste donc Abdelmalek va faire son intervention, le temps qu'il veut. Et ensuite, il y aura des questions-réponses. Effectivement, je me permettrai de distribuer la parole. Si vous posez des questions en avance par écrit, ça me facilite les choses. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de lever la main. Il y a une fonction dans la liste des participants tout en bas. Vous avez une fonction qui vous permet de lever la main et qui me permet de repérer les gens qui veulent poser des questions ou intervenir. Voilà. Pensez bien à allumer votre micro quand vous prenez la parole et à couper votre micro à la fin. Merci. À toi de jouer, Abdelmalek. Merci, Denis. Merci, Président Delafont. Je souhaite un joyeux Ramadan à tous ceux qui sont entrés dans cette période de jeûne. Et puis, la bienvenue à tous pour cette rencontre dont je me réjouis et qui intervient à un moment où on se retrouve tous à dire le mot confinement 20 fois par jour et à dire les mots compliqués et à être dans ce saut dans l'inconnu. Et donc, je me réjouis qu'on puisse également discuter de l'après à un moment où il y a véritablement un goulot d'étranglement, d'analyse, de prospective qui balance entre le catastrophisme et l'optimisme béat. Mais je suis d'autant plus heureux que ce débat soit initié par Yves Delafont parce qu'on a une ville en commun qui est Marseille. Et outre le fait que Marseille ait apporté une contribution très substantielle à l'ensemble de l'humanité pour l'apaiser, qui est la création de la pizza à la fin du 19e siècle, c'est une ville qui est emblématique du fait que nous sommes à un moment absolument charnière dans les relations entre le Nord et le Sud. Et c'est le moment où va se décider si la Méditerranée est, pour reprendre cette formule célèbre, l'océan qui divise ou la mer qui nous permet de nous retrouver. Alors, on a initié, disons, cette discussion autour d'un papier que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours, qui a été repris par le Forum économique mondial, le Forum de Davos, qui l'a sorti, qui s'appelle « Anticipation et ambition. Pourquoi le Nord et le Sud ne peuvent plus y échapper ». Et j'ai choisi de traiter ces deux dimensions parce que j'ai estimé qu'au Nord comme au Sud, en Europe du Sud comme en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique du Sud et comme en Europe du Nord, nous avons manqué de ces deux dimensions depuis le nouveau siècle. Nous avons manqué d'anticipation et ce très tôt, dès le début des années 2000. On a manqué d'anticipation et de longueur de vue
on ne s'est pas rendu compte de cette formidable pression qui allait arriver de l'Est et qui allait peu à peu réduire la marge de manœuvre de la coopération entre le Nord et le Sud. Pourtant, nous avions tous vu la Chinese Stadium Diplomacy arriver pendant les années 90. On avait vu le soft power chinois arriver. Mais dans ces relations entre le Nord et le Sud, on a complètement raté la force et l'intensité de cette puissance chinoise. On a raté aussi en matière d'anticipation la création de nouveaux termes d'échange entre le Nord et le Sud, et notamment entre les anciennes puissances coloniales que sont la France et la Grande-Bretagne, vis-à-vis des pays avec lesquels elles entretiennent des relations économiques qui se sont substituées aux relations coloniales. Il y a eu un virage qui, quelque part, a été raté et la polarisation est restée de mise dans ces relations, et la suspicion et le manque de confiance. Donc, il y a eu un glissement du centre de gravité des échanges avec une baisse de plus en plus importante de l'influence et de la puissance française et de la puissance britannique en Afrique, et une augmentation de la puissance chinoise sur le continent, que ce soit dans les échanges, dans les biens, dans les services, dans le commerce, dans la vente, etc. Et pourquoi est-ce que ce basculement nous interpelle, nous interroge? Parce qu'en réalité, nous avons tous été acteurs d'un virage raté et dont le summum, le pinacle, a été, à mon sens, le sommet Europe-Afrique d'Abidjan en novembre 2017, où là, on a vu véritablement complètement diverger les deux continents. Et on a vu de nouveaux acteurs arriver. Moi, je pense que de manière très emblématique, les deux Boeing 777 de la chancelière Merkel, lorsqu'elle arrive à Abidjan, montrent une Allemagne décomplexée qui a envie de parler de business, et puis des pays qui sont pourtant historiquement mieux implantés en Afrique, mais qui peinent encore à rénover le discours. Et cette dichotomie entre un volontarisme de discours très fort de la part de l'Europe, rappelons qu'en novembre 2017, il est annoncé un plan Marshall pour l'Afrique par Jean-Paul Juncker de 50 milliards d'euros. À date, on est à moins de 2 milliards d'euros de débours. Et de l'autre côté, une Afrique qui cherche à s'autonomiser, qui avance beaucoup plus vite, qui a une croissance quasiment à 2 chiffres dans certaines zones. Et donc, il y a eu véritablement un gap lors de ce sommet Union européenne, Union africaine. Et puis, ce gap va complètement être révélé au monde avec la crise du coronavirus, puisque là, on va avoir la résurgence d'un certain nombre, disons, de zones de tension entre les deux continents, mais également l'arrivée d'une chance extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que je parle de chance extraordinaire? Parce que la crise du coronavirus, dans les relations entre le Nord et le Sud, est vraisemblablement l'opportunité que nous attendions tous de pouvoir aplanir un certain nombre de paramètres. Et quand je parle d'aplanissement d'un certain nombre de paramètres, ça permet de pouvoir aller beaucoup plus vite dans l'approfondissement de la relation. Premièrement, la relation à l'emploi et non au travail va fondamentalement changer au Nord. Il y avait déjà la 4e révolution industrielle qui détruisait des emplois chez les cols blancs et chez les cols bleus. Mais avec l'arrivée du coronavirus et de la pandémie, beaucoup d'organisations sont en train de se demander comment pouvoir continuer à travailler en ayant des cohortes de salariés, donc de gens qui reçoivent des émoluments mensuels. Et donc, cette vague de flexibilisation de l'emploi telle que nous la connaissons depuis une trentaine d'années va se poursuivre de manière plus inexorable. Et ça va être des éléments de compréhension du Nord vers le Sud, puisque au Sud, et en Afrique notamment, on connaît bien le travail, mais on connaît moins bien l'emploi.
Et on connaît moins bien la sécurité et le salariat. Et le fait que maintenant nous introduisons une dose d'incertitude dans le quotidien de centaines de milliers, voire de millions d'employés au Nord, va faire qu'il va y avoir une meilleure compréhension de leurs pairs qui sont au Sud. Le deuxième élément, c'est que dans cette relation Nord-Sud, il va falloir maintenant au Sud gérer la rareté, et notamment la question de la ressource en eau et du stress hydrique. Et donc, cette gestion de la rareté va nous obliger tous à pouvoir travailler ensemble, puisque le savoir-faire technologique et le savoir-faire, on va dire, et l'abondance capitalistique se trouvent beaucoup plus au nord. Et puis au nord, il va falloir apprendre à partager et à partager mieux les questions qui sont des biens immatériels, pas uniquement le capital monétaire ou financier. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, même à envoyer des hélicoptères monétaires sur les économies, ça ne changera pas grand-chose au problème fondamental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque les taux sont déjà très très bas chez les pays qui sont développés. Et donc, ce qu'il va falloir imaginer, et on se rend bien compte aujourd'hui que beaucoup de vaches sacrées sont en train d'être abattues, beaucoup de tabous sont en train de tomber. Il faut lire l'excellent article de Joseph Stiglitz qui demande à ce que l'on abandonne les brevets pour les multinationales du médicament lorsqu'il s'agit de maladies potentiellement pandémiques. Et donc, un certain nombre de dogmes, un certain nombre d'idées arrêtées, un certain nombre de tabous totalement infranchissables jusqu'il y a encore quelques jours, jusqu'à il y a encore quelques semaines, voire quelques jours, sont en train d'être abattus, des murs sont en train de tomber, et le fait que ces murs tombent est véritablement une chance pour pouvoir rétablir la relation. Et pourquoi est-ce que j'estime qu'il y a véritablement une opportunité? Parce qu'il y avait, de part et d'autre, au nord et au sud, une certaine hypocrisie. Et cette hypocrisie, nous avons besoin de la résorber aujourd'hui, puisque depuis une vingtaine d'années, on explique aux dirigeants du Sud qu'il faut qu'ils puissent se développer de manière endogène. Et depuis 4 ou 5 ans, on est en train d'expliquer qu'il faut des relocalisations et que donc les entreprises ou les grandes entreprises européennes qui ont fait des investissements au sud de la Méditerranée feraient bien de ramener leurs usines et de revenir en Europe. Or, il y a un souci du point de vue économique lorsque l'on développe ce type de doctrine qui est dictée par les urgences du moment, allant des gilets jaunes à la montée des nationalismes, c'est que si on ne construit pas de croissance au sud de la Méditerranée, on court un risque d'immigration massif, qu'elle soit économique ou qu'elle soit climatique. Et deuxièmement, si l'on relocalisait par exemple une usine Dacia dans le Lot-et-Garonne, eh bien la Dacia serait vendue en Europe à plus de 30 000 euros au lieu des 10 000 euros auxquels elle est vendue aujourd'hui. Et donc, il y a, du point de vue des gens du Sud, une certaine difficulté à comprendre ces discours de résurgence de nationalisme économique, alors qu'en même temps, sont attribués des visas Fortec à des ingénieurs africains en moins de 15 jours pour leur permettre d'aller travailler dans des multinationales européennes. Et donc, quand je vous parlais de ce volontarisme de discours versus la pauvreté en matière d'action, la crise actuelle est véritablement une chance de pouvoir organiser une rencontre qui, pour moi, est une rencontre absolument essentielle si l'on veut pouvoir travailler sur ces nouveaux paramètres que sont le nouveau type d'emploi, le nouveau type de capital, la nouvelle économie que l'on veut construire en Afrique. C'est qu'il faut absolument que l'on construise une conférence des arrière-pensées entre le Nord et le Sud. Il faut qu'à un moment, tous ces sujets qui fâchent, qui sont souvent habillés par de grands mots, par des éléments de langage qui ont été construits par des communicants qui veulent pouvoir articuler des doctrines qui soient politiquement correctes, il faut qu'on puisse les dépasser pour pouvoir construire un mix
entre l'agilité qu'il y a au sud, on l'a vu très récemment dans la crise du coronavirus, certains pays africains ont été en capacité, dont le Maroc, dont mon pays, ont été en capacité de pouvoir réorienter leur tissu industriel en moins de 10 jours pour fabriquer de 7 à 10 millions de masques par jour. Là où certaines puissances européennes ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir mettre en place cette agilité. Donc, il faut retrouver des instruments qui permettent de pouvoir utiliser ce formidable atout qu'a le Nord, qui est le capital intellectuel, la propriété intellectuelle, les brevets, la puissance financière, et pouvoir les mixer avec l'agilité que nous avons au Sud. Il y va de notre destin commun. Et puis surtout, la chance qui est extraordinaire, je sais qu'il y a des banquiers qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le débat monétaire et le débat financier qui a véritablement présidé à l'économie du développement autour de ces 30 dernières années est en train de s'effondrer. On est bien en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous avons atteint les limites des systèmes de financement tels que nous les connaissons. Il faut aller au-delà de tout ce débat sur plus de dettes, moins de dettes, effacer la dette pour les pays africains. Il faut véritablement trouver les voies et moyens de pouvoir financer un autre type de croissance qui soit plus inclusif, plus durable et qui corresponde également aux attentes de populations qui, au sortir de la crise, auront des comportements que l'on ne peut pas encore analyser. Et je terminerai là-dessus. Il est utopique et dangereux de regarder l'avenir avec les lunettes d'hier. Parce qu'il y a des comportements, et notamment des comportements de consommateurs, qui vont radicalement changer. Au niveau de l'économie collaborative, que l'on présentait comme étant la panacée pour pouvoir faire ce fameux leapfrog en Afrique en matière de commerce, en matière d'échange, eh bien, il n'est pas sûr que demain, des gens puissent prendre un vélo en libre accès dans la rue sans savoir qui l'a emprunté avant. Est-ce que des règles sanitaires ont été appliquées pour pouvoir le nettoyer? Est-ce que demain, nous aurons le même rapport vis-à-vis de la consommation après avoir passé plusieurs mois en confinement et s'être reconnecté avec des éléments qui peuvent paraître plus essentiels? Est-ce qu'on aura le même rapport à l'hospitalité, au luxe, au voyage, aux chambres d'hôtel, à Airbnb, à tout ce qui est l'économie du partage? Ce n'est pas certain. Même si beaucoup de gens semblent optimistes sur une reprise rapide de l'économie, l'analyse des discours que l'on retrouve actuellement sur Internet font que les gens sont préoccupés à la fois par l'infiniment grand et par l'infiniment petit. Pour vous donner une idée des requêtes dominantes sur le web francophone hier, il y avait deux choses totalement antinomiques. Les gens se posaient la question de savoir quand est-ce que la reprise de l'économie aura lieu, et il y avait à peu près autant de gens qui étaient en train de demander comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la buée sur les lunettes lorsqu'on porte un masque. Et on devra perpétuellement, c'est une image qui est un petit peu symbolique, devoir gérer l'infiniment grand et les très grands enjeux qui aujourd'hui nous obligent avec cette crise, mais gérer aussi l'intime, l'infiniment petit. Et c'est ce virage-là qu'il nous faudra ne pas rater dans les relations entre le Nord et le Sud. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je suis à l'écoute pour qu'on puisse approfondir ce dialogue. Merci Abdelmalek. Maintenant, c'est le temps de l'échange. Donc, des questions, des interventions, des compléments, des avis, des oppositions. Moi, ce que je retiens, ce qui est intéressant et ce que j'espère que l'on pourra creuser un petit peu, c'est ce nouveau mariage que l'on doit faire entre le Nord et le Sud et le Nord. Ça correspond bien d'ailleurs à la mentalité, à l'ADN et à ce que l'on pense au sein d'Africaly. Et cette complémentarité à trouver. Tu as parlé d'un Sud hyper réactif, et c'est vrai, on le voit tous les jours, et la crise du Covid a été un grand révélateur de cette agilité des pays du Sud, c'est clair. Peut-être que nous, on peut apporter dans la corbeille un certain nombre de savoirs, de connaissances ou de technicités, encore absentes au Sud, je ne sais pas. En tout cas, des complémentarités à trouver fortes.
Et nous, on gagnerait beaucoup d'ailleurs à s'inspirer des pays du Sud en termes d'agilité. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je vais regarder. Voilà, je vais passer la parole à Zach, qui a une intervention à faire, ce qui n'étonnera personne parce que Zach a souvent des interventions à faire et souvent très pertinentes. Zach, c'est à toi. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Merci pour cette belle présentation. Donc moi, je voulais interpeller sur cette notion de nord et de sud, parce que je pense que souvent on l'oublie. Cette notion de nord et de sud est d'abord une notion politique, puisqu'il fut un temps où le nord était le sud. C'est-à-dire, c'est en plan vue des cartes, si vous reprenez les cartes où il y avait l'apogée. Et une fois dit, quel est aujourd'hui notre intérêt, puisqu'effectivement, beaucoup disent qu'on est passé d'une mondialisation à une globalisation qui nous a rappelé un petit peu à la fragilité humaine, puisque pour la première fois, je pense depuis les années 60, on s'est rendu compte que l'Europe, les États-Unis, qui pensaient qu'ils étaient en dehors du temps, notamment des troubles, se sont retrouvés un peu à utiliser, parce qu'on l'a dit quelque part, des solutions un peu moyenâgeuses que le confinement. Est-ce que cette situation un peu inédite, comment aujourd'hui l'intégrer pour en prendre la substance et qu'on ne revient pas de business as usual? Parce que le vrai sujet, c'est qu'on est tous là, on est confinés, et puis quel va être aujourd'hui comment faire en sorte qu'on ne reparte pas de zéro? Et je voulais aussi reposer la question, parce que la notion de nord et de sud, on a aujourd'hui, on a parlé, donc on vient de parler un peu des informaticiens ou des gens qui en 15 jours arrivent à avoir un visa. Quel est aujourd'hui, comment peut-on faire en sorte que les diasporas qui de plus en plus un peu se distendent, donc génération en génération, restent connectés à leur continent d'origine? Comment on peut faire en sorte qu'ils puissent contribuer au développement je dirais, des pays d'origine de leurs parents, voire leurs grands-parents? Et puis, mon dernier point, ne pensez-vous pas qu'il est aujourd'hui encore plus nécessaire, puisque ça a été rappelé que les gens vivent au jour le jour, qu'il y a une vraie fragilité sociale, et on croise les doigts, on pense qu'il y a un lien entre le soleil, parce que comme disait Aznavour, donc la misère est meilleure au soleil, qu'a priori le virus n'aime pas trop le soleil. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est vrai, donc ça peut nous sauver, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à aussi accompagner ces pays à créer une allocation universelle? Le Maroc a fait le Ramed qui fonctionne plus ou moins, mais faire en sorte qu'on puisse avoir une approche systémique de cette pandémie et sortir par le haut. Sinon, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne vont pas se relever parce qu'effectivement, quand vos clients, vous voyez par exemple le Kenya qui exportait beaucoup, par exemple des fleurs qui aujourd'hui des jettes, que vous avez des modèles qui vont être remis en place, ça nécessite une approche keynésienne que tous les pays aujourd'hui dits du Sud n'ont pas les moyens. Donc comment? Parce que quand vous voyez, on parle de 50 milliards de plan Marshall et on parle de plusieurs mille milliards dans des ensembles un peu plus grands et où l'argent, effectivement, où on est tous plutôt d'un côté dans le formel et de l'autre avec une grande population dans l'informel. Donc, quand on dit tout ça, est-ce qu'il est pas, je pense, et moi j'ai bien aimé la conférence des arrière-pensées, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut remettre de l'humain, mais du vrai dans nos choses, mieux repartir, et puis surtout, ce que disent beaucoup de gens, parce que si on fait une approche keynésienne à l'infini, on va se retrouver à endetter nos enfants et nos petits-enfants pour je ne sais pas combien de temps. Merci Isaac. On va passer la parole à Abdelmalek. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation dans ton intervention. Je retiens la problématique de la diaspora que tu as citée en dernier. Je retiens aussi comment faire pour ne pas recommencer comme avant. C'est la vraie question, c'est le vrai sujet central, c'est comment faire pour ne pas refaire ce qu'on faisait avant, comme si le Covid et comme si la crise n'avait pas eu de conséquences. Sur le plus jamais ça, je vais dire malheureusement, moi je ne suis pas super optimiste parce que la tendance globale
est que le cerveau humain a une formidable capacité d'oubli des traumatismes, même très importants. La crise financière n'est pas très ancienne, hein, elle a 12 ans. Et pourtant, les marchés financiers ont pu repartir extrêmement rapidement parce qu'il y a cette notion de recherche du profit et puis d'individualisme qui est profondément ancrée dans nos sociétés et des sociétés qui se sont articulées, construites autour du paraître et ne sont plus autour de l'être. Donc c'est vraiment… Je ne suis pas super optimiste sur le fait que l'on puisse complètement rebooter les systèmes pour qu'on ne reparte pas vers une économie encore mercantiliste. Les intérêts économiques sont absolument énormes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes une multinationale qui faisait plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en lançant un nouveau produit, est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller vers le marché en disant ben, finalement, n'achetez pas l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 parce que l'iPhone 7 fonctionnait très bien et que vous n'aviez pas besoin de changer et qu'en réalité, vous avez des biais cognitifs qui vous ont été introduits par la publicité pour vous forcer à consommer. Il va y avoir des évolutions. Les discours de frugalité et les discours inspirés de Pierre Rabhi sont des discours qui commencent à résonner dans la société. Il dit d'ailleurs à cet égard que n'oublions pas que l'Europe est riche parce qu'elle a beaucoup utilisé l'Afrique pour s'enrichir. Donc, il y a des notions de give back. Sur la diaspora, moi, je pense que les pays du Sud doivent formaliser une offre pour les néopathes, c'est-à-dire ceux qui ne seraient pas des expatriés, mais des rapatriés dans des pays que parfois ils n'ont jamais connus. Aujourd'hui, il y a dans toutes les franges d'un certain nombre de sociétés des gens qui sont issus de l'immigration et qui ont peut-être vocation à rentrer dans leur pays. On le remarque dans un certain nombre de pays. Vous citiez notamment le Kenya où il y a une très forte communauté de néopathes. Au Nigeria, il y a beaucoup de néopathes. Au Maroc, à titre personnel, moi je suis un néopathe. J'ai démarré ma carrière en France et ensuite je suis rentré au Maroc. C'était pas quelque chose qui était acquis. Beaucoup d'entre nous, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ont fait le choix de rentrer dans leur pays. Je pense qu'il faut que les gouvernements puissent imaginer des systèmes qui permettent de capitaliser sur cette force des diasporas pour la pyramide, mais également qui soient moins dépendants des transferts qui sont envoyés par les diasporas, parce qu'on va arriver aux 4e et 5e générations maintenant de gens issus de l'immigration. Les indépendances africaines ont déjà entre 60 et 70 ans. Donc, si je prends le cas du tourisme, par exemple, au Maroc pour cette année, d'habitude, nous avons 3 à 4 millions de Marocains résidant à l'étranger qui rentrent. Leurs transferts sont de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros. Cette année, il va falloir faire 100. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas anticipé ce type de mouvement pour pouvoir justement diversifier nos économies. Et enfin, il y a un élément que j'ai occulté, dont je n'ai pas parlé, c'est comment les pays qui sont dépendants de la rente pétrolière et de la rente gazière en Afrique et qui en sont parfois dépendants à 97% en matière d'exportation, comment ces pays vont pouvoir gérer les mois, les semaines, les années à venir. Je pense à l'Angola, je pense au Gabon, je pense au Congo, je pense dans une moindre mesure à l'Algérie, mais il va y avoir un sujet majeur sur la table à un moment où il sera beaucoup plus compliqué de pouvoir se financer. Et pour ça, il ne peut pas y avoir que des réponses individuelles, il faut qu'il y ait des réponses collectives. Alors la malédiction, je vais dire, d'un certain nombre de pays africains, c'est qu'on se met à parler de diversification de l'économie quand on est au pied du mur et qu'il y a les bailleurs de fonds internationaux qui sont déjà arrivés à l'hôtel Hilton. Le véritable enjeu, c'est de travailler à cette diversification de l'économie. Première piste, et je dirais que ça, c'est vraiment une opportunité qu'il nous faut saisir tout de suite. Il faut réduire le déficit d'intégration régionale qu'il y a en Afrique et cela nous permettrait de diversifier rapidement les économies en intensifiant les flux.
Si on prend la région du Maghreb, on est à 2,3% d'échanges intermaghrébins. Cette crise doit nous interpeller pour pouvoir dépasser les différents politiques et pouvoir beaucoup plus compter sur nous-mêmes. Si je prends l'exemple du couple maroco-algérien, les complémentarités sont quasiment parfaites. Les Marocains ne sont pas très bons dans la pétrochimie, dans la sidérurgie, les Algériens le sont. Les Algériens ne sont pas très bons dans la construction de logements sociaux et les Marocains le sont. Les Marocains ont du phosphate, les Algériens ont du gaz. En combinant le gaz et pour l'extraction du phosphate, on arrive à avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait du leadership qui émerge pour accélérer les mécanismes d'intégration régionale, pour qu'il y ait des marchés beaucoup plus importants au sud. Et ça, c'est à nous, et je pense aux leaders économiques, mais aussi aux leaders politiques qui doivent investir plus la scène politique. C'est à nous de faire œuvre militante pour avancer sur ces sujets. Alors, sur l'allocation universelle, et je terminerai là-dessus, ça pose un problème de macroéconomie qui est évident. Parce que pour pouvoir donner de l'allocation universelle, il faut que les taux de chômage soient en dessous d'un certain seuil pour que ça puisse fonctionner. Même les pays qui l'ont expérimenté, qui sont très avancés, les pays scandinaves, ils sont sur des échantillons de 5 000 personnes, de 10 000 personnes. Donc ça, évidemment, c'est une idée très généreuse qui fonctionne bien. J'ai lu avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Thomas Piketty ou Esther Duflo ou un certain nombre de ces économistes de nouvelle génération de l'économie sociale de marché. Je ne sais pas si d'un point de vue macroéconomique, nos pays sont en capacité de pouvoir supporter ce type d'action. Voilà. Merci Abdelmalek. J'en profite pour saluer Jean Tossavi, bonjour, notre ami du Bénin qui nous a rejoint. Yves, je crois que tu avais une intervention, une question. Oui, merci Denis. Deux choses, revenons au continent. Deux choses qui me paraissent essentielles. La première, tu viens de l'évoquer Abdelmalek, c'est la nécessité de l'intégration régionale. C'est une priorité, à mon avis, essentielle. La deuxième est quelque chose que je me pose sur l'impact que cette crise pourrait avoir pour nos populations africaines pour changer la gouvernance. On sait tous que le premier point majeur du frein aux investissements, au développement, au retour des diasporas, c'est la gouvernance, c'est l'état de droit. Est-ce que cette période ne serait pas propice, il faut l'espérer, à une remise en cause, que quelqu'un dise le roi est nu, pour que nos gouvernances changent? Voilà. Merci Yves. Abdelmalek, une réaction là-dessus? Sinon, je passe la parole à Vanessa qui a une question à poser. Je suis toujours un petit peu circonspect sur ces questions de gouvernance parce que c'est toujours compliqué quand pas la critique, mais on va dire l'analyse critique des systèmes de gouvernance qu'il y a au Sud vient du Nord. Je m'explique. Nous, on a plutôt tendance à regarder ces analyses en disant bah, écoutez, tout le problème, il est dans la gouvernance, il est chez vos dirigeants qui sont plutôt kleptocratiques, qui aiment bien, qui sont corrompus, etc. Mais pour nous, il y a beaucoup d'arguments là-dedans qui sont très germano-pratins, très parisiens. Des pays qui sont en transition ont des gouvernants et souvent une gouvernance qui est à l'image de leur société, qui est une société paradoxale, qui est une société où il y a du clientélisme, qui est encore tribaliste, qui a encore un certain nombre d'équilibres qui se reflètent dans la manière où elles sont gouvernées. Mais je dirais que le côté positif de la crise du corona, c'est qu'on arrive à dépasser un certain nombre de choses et à être très créatif. Au Maroc, par exemple, il y avait la légalisation de signatures qui était l'alpha et l'oméga pour obtenir n'importe quel document administratif. Ça fait 13 ans qu'elle est sur la table de l'exécutif pour être supprimée. Donc, c'est un document, pour que votre signature soit réputée valable, il faut aller voir une administration pour qu'elle la reconnaisse.
Eh bien, depuis 15 jours, avec la crise du corona, on peut légaliser sa signature en ligne et personne n'a rien trouvé à y redire là où il y avait des arguments sécuritaires auparavant. Le deuxième élément, Yves, qui me paraît très important sur cette question de gouvernance, c'est qu'il y a une désaffection de la part des élites du Sud pour la chose politique. Et il y a une désaffection qui se comprend, c'est que faire de la politique au Sud, c'est extrêmement difficile avec le poids et le pouvoir des réseaux sociaux. C'est très difficile de pouvoir se faire élire dans des zones où encore le tribalisme et le clientélisme sont très importants. Et pour vous la faire très courte, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent d'Égypte, les libéraux n'ont aucun poids dans l'opinion. Lors de une des élections présidentielles en Égypte, il y avait l'ancien patron de l'AIEA, Mohamed El Baradei, qui est une star absolue en Occident, en France, partout dans le monde, mais les sondages d'opinion le donnaient à 3%. Donc il faut impérativement qu'on se rende compte que les schémas et les lunettes que l'on plaque parfois sur les pays du Sud ne fonctionnent pas lorsqu'on les regarde du Nord. Et donc cette réforme de la gouvernance ne peut être qu'induite, elle ne peut venir que de l'intérieur. Et les crises permettent très souvent d'accélérer cette réforme de la gouvernance et permettent d'aller plus vite. Moi, c'est mon sentiment, mais il ne faut pas que la pression vienne de l'extérieur. Il faut que ce soit véritablement un mouvement qui soit porté par l'Afrique elle-même. Merci. Moi, je partage ce point de vue sur la gouvernance, effectivement. Il faut que ça vienne de l'intérieur, comme tu le dis si bien. Vanessa, je vais te donner la parole. Tu penses à ouvrir ton micro? Oui, bonjour. Merci, Monsieur Alaoui, pour votre intervention. Quel serait le conseil, ou en tout cas une stratégie que vous pourriez donner au Nord, qui va souffrir quand même considérablement de cette crise, les pertes d'emplois, les endettements massifs, pour maintenir ou investir dans les liens avec le Sud? Un conseil, une stratégie. Écoutez, à mon sens, il faut déjà qu'on voit d'où on part. Il y a 2 ans, en 2018, vous aviez un continent riche, l'Europe, avec 500 millions de personnes qui hurlaient à la mort. Je vous entends plus. Oui, je pense que ça a été coupé. Là, vous m'entendez à nouveau? Oui, Oui, merci. très bien. Oui, très bien. Je pense que vous n'avez plus l'image. Là, c'est bon? Vous avez le son? On a le son, on a On a le l'image. son, on a l'image. Ah ben, très bien. Donc, je vous disais, il y a à peine 2 ans, voilà un continent, l'Europe, qui hurlait à la mort parce qu'il y avait 1 million de réfugiés qui allaient arriver sur le continent. Et en face, il y a un continent pauvre avec bientôt 1 milliard de personnes qui, lui, devait gérer 18 millions de réfugiés par an, bon an, mal an, sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Donc, je dirais, moi, je n'ai pas de conseils à donner au Nord, mais je pense qu'il y a une notion de partage, et notamment de l'économie immatérielle et des savoir-faire, qui doit absolument être traduite sur le terrain afin de pouvoir investir. Et pour ça, je pense que collectivement, et je m'inclus là-dedans, nous avons fait une erreur il y a 6 ou 7 ans, lorsque Arnaud Montebourg était ministre du redressement productif et qu'il appelait aux colocalisations. Moi, j'avais regardé ça avec des pincettes en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est l'ancien monde, il n'a rien compris à l'économie, etc. » Et je dois dire qu'avec le recul, je me suis trompé et je pense que même si le prisme que lui vendait à l'époque, qui était des colocalisations, n'est pas exactement celui qui fonctionnerait, il faut impérativement que l'on puisse désormais promouvoir du co-développement. Et donc, l'agilité du Sud avec le capital du Nord, la connaissance que l'on peut avoir au Nord avec le volontarisme et la vitesse que l'on peut avoir au Sud, mais il faut impérativement que l'on puisse à un moment partager le gâteau et trouver cette clé de répartition entre le Nord et le Sud pour pouvoir avancer. Et pour ça,
il faut que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que même les multinationales européennes vont y trouver leur compte parce que les taux de croissance seront vraisemblablement atones dans toute la zone euro. Et donc, pour pouvoir trouver des relais de croissance qui soient suffisamment stables, il faudra aller au sud. Merci Abdelmalek. Merci Abdelmalek. Nicolas, tu voulais prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je sais pas si Voilà, vous m'entendez. Voilà, vous m'entendez. Je suis Michel Amoureux. Je voulais d'abord dire à Abdelmalek Alaoui que je suis en total accord avec tout ce qu'il vient de dire. J'ai eu la chance de vivre 20 ans entre un pied au Maroc, un pied en France. Et aujourd'hui, je me sens, en tant que Français, quasiment plus marocain que français. Pour quelle raison? Je suis tombé dans une grande famille marocaine. J'ai été élevé par j'ai été accepté par une ancienne famille dont le grand-père était, mon grand-père marocain est malheureusement décédé, mais c'était l'ancien ministre de l'économie. Et aujourd'hui, je veux faire prendre confiance aux Français, à la France, aux gens qui sont là, qu'aujourd'hui, on a un avenir obligatoire pour nous sur le Maroc. J'ai vécu les 20 dernières années au Maroc, et si les 20 prochaines sont du même développement que les 20 dernières, on a vraiment un souci à se faire, parce que le Maroc aujourd'hui ne prend même pas assez conscience des capacités qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc a développé une économie, mais qui est monstrueuse dans toutes les technologies, que ce soit l'aéronautique, on le voit avec Peugeot, Renault, Dacia, il citait Dacia, mais aujourd'hui, c'est à nous de vraiment aller dans ce sens. J'ai monté et d'ailleurs, je le sens aujourd'hui depuis 2 mois, j'ai monté ma petite entreprise qui est d'ailleurs immatriculée à Rabat et qui s'appelle France Maroc Service, mais ce n'est pas pour ça, mais c'est pour expliquer que depuis 5 mois, je suis en contact avec des sociétés et des groupes français, leaders nationaux. J'en ai 4 notamment. Je devais être au Maroc aujourd'hui pour en installer une dans l'aéronautique à Noisseur. Et aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, tout le monde était basé sur l'Asie, avec le coronavirus, aujourd'hui, on est un peu tous perturbés et on cherche à retrouver une relocalisation. Et pour moi, le Maroc, avec une vision, le Maroc doit être pour nous l'usine de la France. Il a cité tout à l'heure, vous avez cité le problème de Dacia. On ne peut pas réindustrialiser la France ou sur des niches, d'accord, on peut le faire sur des niches. Sinon, le coût de production est trop cher pour nous. On a un pays qui est à 2h30 d'avion de nous, où une culture française, une culture tout, et aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de fonctionner avec le Maroc. Aujourd'hui, Nicolas, excuse-moi, je t'interromps, mais parce qu'il y a d'autres prises de parole derrière. Et alors, juste concrètement, parce que là, aujourd'hui, on est dans un exemple des masques, où le ministre de l'économie marocaine, où ça va être libéré. Aujourd'hui, je suis en contact d'un côté avec des distributeurs en France, de l'autre côté avec des industriels, et on va encore perdre un temps fou, parce qu'au niveau des normes, les normes IMANOR ne vont pas être acceptées comme les normes AFNOR, et je pense que dans un cas concret comme ça, ce sera nos gouvernants de passer une norme, accepter les normes IMANOR comme AFNOR et DGA. Voilà. Ok, merci Nicolas. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que tu dis qu'on a un avenir commun avec le Maroc. Moi, je pense qu'on a un avenir commun avec l'Afrique. Oui, parce que ce sont les portes de l'Afrique. L'axe Europe-Afrique, Afrique-Europe, et c'est quelque chose que l'on défend ardemment au sein d'Africa Link. Abdelmalek, tu veux intervenir sur ce point ou sinon j'ai éventuellement Georges qui veut prendre la parole ensuite. Peut-être juste pour compléter un petit peu au-delà du cas du Maroc, le fait que beaucoup d'entreprises européennes ou américaines aient surinvesti dans leurs centres de production en Asie est en train aujourd'hui de leur revenir, de créer un effet boomerang très important. Et donc, il va y avoir de nouveaux hubs industriels pour les produits essentiels et stratégiques, allant du médicament jusqu'à la supply chain de l'automobile ou la supply chain aéronautique. Et donc, des pays comme le Maroc, mais aussi comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme d'autres pays qui ont vocation à avoir des tissus industriels plus importants, doivent se saisir de cette opportunité pour pouvoir
développer leurs économies, sachant que là aussi, les doctrines ont considérablement évolué. Il ne s'agit plus maintenant de monter dans les chaînes de valeur, mais d'avoir une économie la plus diversifiée possible et d'avoir un marché intérieur qui soit plus vif. Ce sont là pour moi des éléments qui sont importants avec cette baisse de l'exposition des multinationales industrielles à leurs risques chinois. Elles devront trouver d'autres endroits où se relocaliser. Il faut bien évidemment imaginer un système où tout le monde puisse partager la valeur. Ok, Georges Gomis, si tu mets ton micro, tu pourras intervenir. Pense à ton micro. Voilà, merci Georges. Bonjour l'intervenant Malek, cette intervention est revenue. Moi, je voulais simplement, je poserai une question, mais je voulais d'abord mettre l'accent sur un point que notre président Yves a accentué sur l'intégration sous-régionale, que j'avais donné l'exemple dans la rencontre qu'on a eue il y a à peu près une semaine. L'intégration sous-régionale doit être renforcée forcément. Voilà. Et je pourrais aussi donner un exemple par rapport à la motivation et la détermination de la diaspora et de la jeunesse de la diaspora, comment ils sont aujourd'hui vraiment retournés vers leur pays d'origine. Dans cette maladie, dans cette pandémie qu'on est en train de vivre, nous, on a lancé une cagnotte moins de 10 jours, on a déjà 15 000 €. Et tous ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui sont vraiment prêts pour, dans l'avenir très proche, pour pouvoir vraiment aller en Guinée, s'installer en Guinée-Bissau. Par contre, la question que je voudrais poser à M. Malek, c'est que quel serait vraiment le conseil à donner aux États africains pour pouvoir vraiment arriver à attirer ces jeunesses africaines, sachant que la démocratie n'existe pas dans certains États. La gouvernance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention Georges, on t'entend beaucoup moins bien là. Voilà. Je disais que la question que je pose, c'est que comment notre intervenant pourrait conseiller, s'il y a des réponses à nous donner plus ou moins, comment on pourrait conseiller nos États, nos gouvernants, d'attirer ces jeunesses de la diaspora qui sont prêts. Beaucoup sont prêts, beaucoup sont prêts, beaucoup partent, ils reviennent puisque les structures, le minimum n'existe pas, la gouvernance n'est pas au point. Le fait que par rapport à toutes ces difficultés, ils sont obligés de revenir. Et puis, la sécurité proprement dite. Quand je dis la sécurité, la santé. Quand on arrive dans certains hôpitaux africains, enfin, je parle par exemple de l'hôpital en Guinée-Bissau, c'est pratiquement l'hôpital n'existe pas. Dans ces cas-là, la jeunesse de la diaspora qui ont décidé de rentrer dans ces pays-là pour pouvoir aider, travailler et contribuer dans ce développement-là, et quand ils voient les gouvernances qui n'existent pas, ils voient toute cette difficulté, ils sont obligés de revenir. Et quel conseil vous pourrez, jour d'aujourd'hui, en parler à certaines, à nous donner, nous, et en parler à certains dirigeants de ces pays d'Afrique pour pouvoir attirer leur jeunesse de la diaspora. Merci beaucoup. Abdelmalek, une réaction? Écoutez, moi, je vous ferai une réponse un petit peu contre-intuitive sur quel conseil donner aux gouvernants. Je vous dirais, n'écoutez surtout pas des gens comme moi. Et n'écoutez surtout pas des consultants, des organisations multilatérales, parce que nous avons tendance à véritablement adresser des discours beaucoup trop consensuels et pas suffisamment radicaux pour pouvoir offrir à cette jeunesse l'envie de pouvoir revenir. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, il n'y a pas les structures de santé, il n'y a pas souvent les structures d'éducation pour les enfants. Et donc, pour ça, il faut faire de la politique. Et il ne faut pas faire trop de discours qui soient issus du continent des penseurs. Il faut avoir un discours qui arrive du continent des acteurs, des gens qui sont les manufacturiers du réel, qui ont la main dans la glaise pour développer leur propre pays. Et donc, je dirais, mon premier conseil, c'est n'appelez pas des consultants et des gens qui pensent être dans la communauté des sachants. Allez au contact de cette jeunesse, essayez de l'impliquer le plus possible dans la chose publique. Et pour ça, je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments très pragmatiques et très simples. Il faut
pouvoir revasculariser les cabinets ministériels, réintéresser les jeunes à la chose politique. Et pour ça, il faut également de front pouvoir afficher de l'exemplarité, leading by example, comme disent les anglo-saxons. Je pense que c'est absolument essentiel. Mais il faut aujourd'hui s'affranchir du réel et s'affranchir des barrières qui nous ont été fixées par les cadres dans lesquels nous sommes pour pouvoir réimaginer le rapport avec les populations. On le voit très clairement dans cette crise où il y a des personnalités qui sont en train d'émerger, et pas uniquement en Afrique, sur le plan mondial. Je veux dire, Mario Cuomo était connu uniquement des insiders américains il y a quelques semaines. Il est aujourd'hui une personnalité avec un rayonnement international. Donc, je dirais, affranchissez-vous du réel, soyez en capacité de pouvoir écouter également des voix dissonantes et pas uniquement les visiteurs du soir et les gens qui sont issus de mondes trop traditionnels. Prenez des risques, puisque de toutes les manières, il n'y a pas d'autre option que de prendre des risques. Le chemin de la sûreté est un chemin qui mène nulle part. Phrase à retenir, je partage totalement. J'ai vu notre ami Diop réagir, hocher la tête à plusieurs reprises. Je souhaiterais lui donner la parole. Écoutez, je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais apprécier la qualité de l'intervention de M. Alaoui. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ce que je voudrais dire, parce que moi, j'ai une conviction fondamentalement africaine, pour ne pas dire d'intégration. Et à ce point de vue-là, je me dis que ce qui va se passer demain, personne ne le sait a priori. On n'en a pas une certitude absolue. Le monde va changer, il y aura, j'avais dit la dernière fois, un nouveau paradigme. Et l'Afrique doit se préparer à ce nouveau paradigme. Et cette préparation, à mon niveau, passe nécessairement par une vision africaine. Ça a été dit, il ne faut pas que d'autres nous imposent sur notre conseil des solutions africaines. L'Afrique doit penser d'abord elle-même, donc le continent, avoir une vision africaine de son développement. Pas de ces petits États où il y a une jeunesse qui est relativement importante et qui est exigeante. Exigeante par rapport au leadership national, donc par rapport à la gouvernance, mais exigeante par rapport aux relations internationales. Je vois dans notre zone, singulièrement au sud du Sahara, des relations entre la France et ces pays-là. Donc, nos pays africains doivent penser à une nouvelle vision de leur propre développement, mais également de leur relation avec le reste du monde. Parce que c'est un nouveau concert. On a parlé tout à l'heure de délocalisation, de l'industrialisation, peut-être de l'Asie vers les pays africains. Mais est-ce qu'on est à même de pouvoir prendre cette délocalisation en charge? Donc, pour me résumer, moi, j'estime qu'il y a des défis énormes qui nous interpellent. Une population jeune, de petits États, des problèmes de gouvernance. Il faudra trouver des solutions au plan national, trouver des solutions au plan régional et même au plan continental. Et c'est de cette vision africaine du développement qu'on pourra arriver dans ce concert nouveau des nations et apporter quelque chose. Donc, fondamentalement, ce que j'avais en tête et que je voulais partager, parce qu'on a des sociétés qui sont essentiellement de consommation. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. On a des sociétés qui sont essentiellement de consommation. Il faut que ces sociétés se transforment en sociétés d'investissement, ce qui peut permettre d'avoir de nouvelles relations avec le travail et de nouvelles relations avec l'emploi. Donc, voilà quelques idées en vrac que j'ai voulu partager. Merci. Merci, mon ami. Abdelkarim Malek, je ne sais pas si tu as une réaction là-dessus, mais je crois que vous partagez en fait les mêmes convictions. Oui, je pense que beaucoup aujourd'hui, dont je suis, se remettent à espérer que de cette crise puisse sortir cette société du donner et du recevoir qu'appelait de ses voeux Léopold Sédar Senghor. Il ne sera plus possible de pouvoir continuer en regardant que ses intérêts particuliers. Le sens de la communauté doit revenir au cœur de ce changement de paradigme. Autrement, c'est une destruction collective à laquelle nous allons assister. Y a-t-il encore des questions, des interventions souhaitées? Zach,
Tu as levé la main. Juste peut-être dans ma première question, et je pense qu'il l'avait dit, mais ce serait intéressant de voir quelle est là aujourd'hui on a beaucoup parlé de la ZLECA. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait déjà faire une ZLECA des entrepreneurs. J'avais fait une lettre ouverte un peu à l'ensemble des décideurs sur le continent pour dire, en attendant que la ZLECA se mette en place, si vous voulez aujourd'hui avoir le meilleur des talents, il faut aujourd'hui que je dirais, ces éléments, ces barrières non tarifaires qui aujourd'hui bloquent, bon, on ne sait pas de quoi va être fait demain, quelles sont, mais je pense qu'il y a plus de chances aujourd'hui d'ouvrir le continent sur lui-même et de démarrer un peu cette post-Covid-19, le temps que chaque pays, chaque région trouve un peu, parce qu'il y aura, tout le monde va penser ses plaies. Et on a intérêt aujourd'hui je pense, déjà à faire un peu give back déjà sur le continent. Je pense qu'il y a des vrais sujets pour qu'on puisse prendre ce que vous avez dit, les fameuses notions de hub régionaux qui peuvent aujourd'hui se dessiner. Il faut aujourd'hui qu'on ait la capacité d'attirer les talents là où il le faut. Et on a des talents, et si déjà on n'en a pas besoin, on n'a pas beaucoup, pardon, et on ne crée pas, je pense, cette ZLECA rapide des entrepreneurs pour pouvoir faire bouger les locomotives qui peuvent créer de la valeur, ça sera un vœu pieux, parce que moi je regarde ce que font certains pays, notamment la Russie, qui donnent des délégations à l'équivalent du patronat pour faire les visas pour les entrepreneurs. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à trouver, vous avez dit, changer de paradigme, mais je pense qu'il y a des choses il y a la trajectoire, puis il y a des quick wins, des petites choses qu'il faut faire tout de suite, parce qu'effectivement, le temps, on ne l'a plus. Merci Isaac. Abdelmalek, sur la ZLECA, un commentaire? Un commentaire et un regret. L'Afrique s'était pris du multilatéralisme lorsque le multilatéralisme est devenu un sujet has-been. Pour moi, c'est un éléphant blanc, une espèce de Madeleine, de paradis vers lequel on devrait arriver, qu'est cette ZLECA, qui ne changera pas grand-chose finalement aux barrières non tarifaires. En Afrique, le principal défi auquel nous sommes confrontés, c'est le formidable hiatus qu'il y a entre les règles explicites et les règles non explicites. Vous pouvez avoir un corpus juridique extrêmement bien construit. Il y a des pays d'ailleurs où il y a des littératures juridiques et une culture juridique absolument extraordinaire, mais dans les faits, ça ne correspond pas au vécu du monde de l'entreprise, du monde des entrepreneurs qui, eux, ont envie d'aller vite. Et donc, moi, je ne crois pas à ces espèces de grands machins tant qu'il n'y a pas un Mandela du multilatéralisme qui émerge en Afrique et quelqu'un qui ait un sentiment d'urgence permanent et une espèce de volontarisme fou pour pouvoir créer cette espèce de communauté économique africaine. En revanche, je crois aux sous-ensembles régionaux avec des pays qui ont des liens beaucoup plus étroits et je pense que c'est là où il faut démarrer. Peut-être pas avec le Maghreb parce que c'est plus compliqué, mais je pense qu'il y a des espaces économiques intégrés. Il y a un signal très fort qui a été donné en 2016 puisqu'il y a maintenant une zone de libre-échange de quasiment toute l'Afrique anglophone qui va du Caire au Cap et qui a l'air de fonctionner pas mal. C'est dans les pays francophones qu'il faudra relever le défi de la fragmentation parce que historiquement, on n'a pas ni la culture ni la vocation à nous intégrer de manière régionale. Un exemple très simple et très rapide, un container met 5 fois moins de temps pour partir du Wuhan, donc en Chine, pour arriver à Lomé au Togo, que pour partir de Lomé et pour arriver au Nigeria. Parce qu'il y a tellement de barrages routiers pour que la marchandise puisse arriver lorsqu'il va du Togo vers le Nigeria, alors que quand il arrive de Chine vers Lomé, bien qu'il mette plusieurs semaines, il arrive plus rapidement qu'à l'intérieur de l'Afrique. C'est ça que nous devons dépasser, c'est les barrières non tarifaires et puis démarrer par des projets concrets, simples et les ensembles sous-régionaux, ça permettra d'aller beaucoup plus rapidement que de surinvestir sur un multilatéralisme qui sera toujours bloqué par les atavismes politiques. Je pense que vous vous retrouvez sur peut-être ce que Zach voulait dire sur les quick wins. Effectivement, les petites choses à débloquer, à changer, qui permettent ensuite de dérouler une stratégie
J'aurais souhaité passer la parole à Lamia, si elle est toujours avec nous. Lamia, est-ce que tu m'entends? Je vois qu'elle est toujours connectée, mais je ne sais pas si elle est derrière son micro. Lamia? Non. Écoute, je propose donc, ça fait à peu près 1h10 qu'on est ensemble. Je propose que l'on puisse conclure, sauf si une main se lève parmi l'assistance. Non, donc je passe la parole à Yves pour une conclusion. Ah, notre ami Taradji a envie d'intervenir. Je te passe la parole. Merci, Denis. Moi, je voulais justement parler de la ZLECAf et Zakaria en a parlé. La réponse, c'est bien ce que j'attendais, que la ZLECAf ne se fera pas ou dans un temps très lointain. Aujourd'hui, le problème en fait de l'Afrique, c'est que nous n'arrivons pas à exporter nos produits élaborés. On ne parle pas des petits produits, mais des produits élaborés technologiquement, mais on n'arrive pas à les exporter en Europe. Aujourd'hui, les barrières non tarifaires viennent d'abord de l'Europe, et c'est l'Europe qui nous a appris de faire des barrières non tarifaires. Et aujourd'hui, l'Europe, et ça a été dit par notre ami Nicolas pour les masques, aujourd'hui, voilà un cas concret. On met les barrières tout de suite et on ne peut pas exporter. Qu'est-ce qu'on pense? C'est l'Alaoui. Merci. Merci, mon ami. Une dernière question. Une main s'est levée. Abderrahim. Le micro. Oui, bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour cette riche intervention. C'est la première fois que je vous rejoins sur ce débat. Je suis d'accord avec le point qu'a signalé M. Malik Alaoui, mais je voulais savoir, ce n'est pas une opportunité, cette crise, pour les deux continents, pour penser sérieusement pour un sérieux pari sur la question de l'environnement, que la sortie de cette crise qui doit être verte. La question de l'environnement, Abdelmalek. Alors, la question de l'environnement que je lirai à la question des normes. Moi, je ne partage pas l'avis qui consiste à dire l'Europe, elle met des barrières non tarifaires en faisant des normes. J'estime que l'Afrique, au niveau des normes, a énormément de choses à faire pour progresser, pour avoir des bureaux de certification, des bureaux de contrôle. Et pour le cas des masques, je tenais à dire à l'intervenant qui a parlé tout à l'heure que dans le cas du Maroc, les masques qui seront exportés, ils commenceront à l'être depuis à partir de la semaine prochaine, qui sont des masques tissés et qui sont réutilisables. Ils sont aux normes européennes et sont d'ailleurs des entreprises souvent européennes qui les fabriquent au Maroc. Mais pour moi, ça, c'est un non-débat. C'est à nous de nous mettre aux normes. L'Europe a fait un travail extraordinaire en matière normative pour protéger les populations, pour qu'on puisse avoir un common ground pour pouvoir discuter, qui nous permettrait de pouvoir avancer. Donc, c'est au pouvoir public d'investir beaucoup plus pour que les industriels puissent arriver à ces normes. Quand elles sont appliquées de manière abusive, comme c'est le cas parfois en Turquie, évidemment, il faut qu'on puisse se défendre sur le terrain commercial. Mais à partir de cette question des normes, j'arriverai à la réponse à la question environnementale. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce que le Maroc a réussi à construire aussi rapidement des masques. Eh bien, le Maroc a réussi à construire des masques aussi rapidement parce qu'il a amorcé sa transition environnementale dès la COP22 et qu'à l'époque, il y a une décision qui a été prise par le roi du Maroc qui était d'interdire les sacs plastiques et qu'il a fallu recycler tout le tissu industriel qui faisait des sacs plastiques. Il y a une centaine de millions de dollars qui leur a été alloué en subvention pour qu'ils puissent commencer à fabriquer des sacs non tissés et donc des sacs qui sont biodégradables. Et ce sont ces mêmes usines qui aujourd'hui fabriquent les masques. Donc si le Maroc n'avait pas fait ce pari d'être plus respectueux de l'environnement lors de la COP22, alors que le Maroc l'accueillait, eh bien aujourd'hui, nous ne serions pas en capacité de pouvoir fabriquer 7 à 10 millions de masques par jour. Donc je pense que oui,
faire de l'Afrique ce champion de la transition écologique et d'une économie circulaire, notamment dans la gestion des villes, des mégapoles africaines, dans la gestion de l'énergie, dans la gestion des déchets et aussi dans la création d'un tissu industriel qui soit plus respectueux de l'environnement. C'est un pari qui est win-win, qui est gagnant-gagnant pour le Nord comme pour le Sud, sans compter que le Nord, en plus, peut le financiariser grâce aux instruments monétaires et aux incitations qu'il peut avoir en matière de respect de l'environnement. Donc ça, c'est évidemment un pari totalement gagnant et que j'appelle de mes vœux. Merci, je te remercie. Je vais, si vous le voulez bien, passer la parole à notre président, Yves Delafont, pour conclure. Ça fait maintenant plus d'1h15 qu'on est ensemble. Yves, le mot de la fin. Oui, merci. Moi, d'abord, je retiens dans toutes ces interventions, et puis celle d'Abdelmalek, bien sûr, c'est qu'on retrouve l'ADN de notre communauté. Et ça me rassure et ça me conforte dans les raisons qui ont fait que nous avons créé cette association, cette communauté d'entrepreneurs d'Europe et d'Afrique. Je retiens aussi une chose, c'est que nous entrons en terra incognita. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Beaucoup de gens parlent de tout, on a tous des idées, mais on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Il y a des ressorts qui sont là et qu'on va découvrir progressivement. Et une des premières choses qui me frappe, moi, enfin que je défends depuis longtemps, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement ou de pérennité de l'émergence sans qu'elle soit endogène. Depuis des décennies, le Nord a expliqué au Sud ce qu'il fallait faire, comment se développer, comment s'industrialiser, comment être démocrate, etc. Et que ça a été un échec. Toutes les recettes des institutions financières internationales et de la coopération bilatérale ou multilatérale ont été à 90% des échecs. Alors, ça évolue, ça change. Le discours du président Macron à Ouaga en 2017 est déjà un premier éclairage qui transforme les choses. Donc, endogène. Deuxièmement, je crois que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'Afrique, l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains et c'est en aucun cas le Nord qui va pouvoir dire ce qu'il faut faire. Et je retrouve encore le discours de Ouaga là-dedans. Nous sommes là en soutien parce que c'est notre intérêt, parce que notre avenir est dans la coopération avec le continent africain, qu'on a besoin de l'Afrique, probablement plus que l'Afrique a besoin de nous, Européens, parce qu'on est sortis du tête-à-tête et qu'aujourd'hui, si nous, Européens, ne répondons pas à la raison qui est de ce co-développement, eh bien, tout simplement, d'autres partenaires sont là pour le faire et pourquoi pas? Si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Voilà, ça c'est ma première conclusion. La deuxième, elle est plus dans le sens du local, après avoir parlé du global. Cette sortie de crise, on se pose des questions, comment on va faire? Moi, j'aimerais vous donner peut-être une recette, vous suggérer une recette. Elle est locale, elle est individuelle, c'est le sourire. Nous sortirons de cette crise, nous sortirons par le haut, et si on se sourit, c'est peut-être curieux comme conclusion, mais je crois que sortons demain avec le sourire. Voilà. Abdelmalek, merci infiniment. Si tu veux conclure à ton tour en quelques mots, je te remercie pour ta présence et puis à tous qui étaient là. Cette série Prévoir pour pouvoir me plaît beaucoup et je crois qu'elle plaît à beaucoup de gens. Abdelmalek. Merci beaucoup Yves. Je pense que tu as tout dit. J'ai rien à ajouter. Merci à tous pour votre présence. Merci Abdelmalek. Merci à tous. Prochain rendez-vous. Pas vendredi puisque c'est férié chez nous, donc mardi prochain. Ce sera à la même heure française. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci encore d'avoir été parmi nous et n'oubliez pas que sur le site africaling.fr vous retrouvez les replays, les bandes son en tout cas pour respecter le droit à l'image de chacun, mais vous retrouvez donc l'ensemble des replays de ces conférences virtuelles. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.